Allô tout le monde, bon lundi, bienvenue sur un nouvel épisode. Merci d'être encore là une fois de plus. Et aujourd'hui, on a eu une vraiment belle discussion. Je dis ça à chaque semaine, là, mais là, c'est encore plus. C'est avec Marie-Michelle Funk, éducatrice en milieu familial. Bonjour. Bonjour. Puis, on a parlé du sommeil obligatoire. Du sommeil en général, en fait, là, les enjeux de la sieste, la nuit, les parents qui demandent que leur enfant ne dorme pas, respecter le besoin de l'enfant, les besoins des parents, les besoins des éducatrices. On a parlé de tout ça. Puis en plus, Marie-Michelle est arrivée quand même, tu sais, tu t'étais préparée, là, dans le sens que je pense que c'est clairement un sujet que tu réfléchis là-dessus depuis quelques années. Oui. C'est un de mes dadas d'éducatrice. Puis sur ma page, on en a parlé plusieurs fois aussi. Fait que j'ai eu cette discussion-là maintes et maintes fois. Oui, fait que c'était vraiment intéressant. Je suis persuadée que ça va vous pousser à réflexion. Puis que ça va peut-être, pousser la réflexion de tout le monde un petit peu plus loin. Puis si après ça, vous pouvez commencer à vous en parler entre collègues, tu sais, de « qu'est-ce qu'on en pense? » Puis comment on peut pousser cette réflexion-là plus loin. Je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Surtout avec quel compromis on est à l'aise. Parce que le but, c'est pas de faire tous les compromis. De voir quel compromis qu'on serait à l'aise. Oui, vraiment. Fait que c'est ça. Je suis convaincue que vous allez apprécier cet épisode-là. Puis, tu sais, on est deux éducatrices comme qui en parlent dans le sens que on n'est pas juste des... mettons, spécialistes du sommeil qui parlent de la théorie, puis comment que c'est beau, là, en théorie. On parle aussi de nos besoins à nous, puis du fait que la sieste, c'est un moment important, puis comment qu'on... Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé notre discussion. Et aujourd'hui, on présente des produits que j'ai choisis spécialement pour toi et spécialement pour notre sujet comme du sommeil. Fait que premier produit, c'est de l'entreprise Les Bougeottes. On commence à bien les connaître, Les Bougeottes. C'est notre compagnie chouchou, compagnie québécoise qui a comme objectif de faire bouger les jeunes. Et ils ont ils ont des livres interactifs et des paquets de cartes comme ça d'apprentissage pour faire bouger les enfants, mais il y en a aussi pour s'apaiser. Puis ça, c'est la météo des émotions. C'est un paquet de cartes pour faire des mouvements d'automassage que je trouve vraiment parfait. Ben oui. Avant la sieste. Absolument. Là. Fait que dans la météo des émotions, il y a par exemple, c'est je me sens excitée, joyeux, content ou excité comme un soleil. C'est pour ça, tu sais, c'est la météo des émotions. Fait que là, l'enfant, il est excité avec son petit soleil sur son chandail. Puis le mouvement, c'est place ta main sur ton ventre, puis fais des cercles autour de ton nombril. Fait que là, tu sais, c'est tous des petits mouvements comme ça, là, mettons... attends un peu, là, je me sens frustrée. Ben là, place tes mains sous ton menton, puis glisse-les le long de ton cou jusqu'à ton torse. Peu importe, tu sais, c'est juste comme, il y a des liens avec la météo, les émotions, là, je les ai toutes placées n'importe comment. Il y a des liens avec la météo, les émotions, puis des mouvements d'automassage que tu vas pouvoir faire avec ton groupe pour vous apaiser avant la sieste ou pendant la période du repos. Donc, je te les remets. Tu pars avec, wow! Oui, tu pars avec, c'est trop chouette, hein? Vraiment, les cadeaux. Fait que, oui, allez vous procurer ce paquet de cartes d'apprentissage-là sur le site web lesbougeottes.ca et pour tous leurs produits sur leur boutique en ligne, vous pouvez utiliser le code HEUREUSE15 pour 15% de réduction. Donc, allez-y! Courez vers le site web des Bougeottes. Et deuxième petit produit que j'ai encore une fois choisi pour toi, c'est le commanditaire, c'est les Monty Coco. Je sais pas si tu connais, là, c'est une boutique en ligne, c'est un distributeur de jouets pour enfants, fait qu'il y a de toutes sortes d'objets de jeux pour les enfants, mais c'est une éducatrice qui fait ça. Elle a son inventaire dans sa maison, là, puis elle fait ça, fait que je trouve ça vraiment important. Tu sais, on va tout le temps en acheter, là, des jouets, fait qu'allez encourager une de nos collègues virtuelles puis les acheter sur lesmontycoco.com, je crois. C'est lesbougeottes.ca, lesmontycoco.com. Ouais. Puis il y a le code aussi Heureuse10 pour 10% de réduction. Mais c'est ça. Là, aujourd'hui, j'ai choisi comme un jeu qui pourrait être un peu un jeu de dodo. Parce que moi, j'aime beaucoup ça, les jeux de dodo. Fait que c'est le jeu d'équilibre du chantier. Fait que c'est plein de petits morceaux, là. Puis là, regarde, on peut jouer. Tu veux-tu jouer? Joue. Allons-y. Fait que là, tu les mets en équilibre. Mettons, tu mets les deux petits poteaux, là. Ah oui, bing.
Puis là, tu mets ça. Puis là, tu peux mettre un mur de briques. Est-ce que les gens, ils vont voir? Est-ce que vous voyez les gens? Ils vont-tu voir? Oui? OK, on se fait dire oui. Oh non, attends. Attends, on va mettre... On va mettre quoi? Le bonhomme? Ah oui! Yay! Fait que tu peux le garder juste pour toi avant de te coucher le soir. C'est parfait! Ou tu peux le donner aux enfants. Non, mais t'as l'air d'aimer ça, là. Fait que... J'adore. Puis il y a une petite pochette même qui vient avec pour les ranger. Mais oui, ça fait moins de bruit de ranger dans une pochette. Fait que allez, achetez ce jeu de dodo-là et plusieurs autres jeux de dodo sur lesmonticoco.com avec le code, je répète, heureuse10 pour 10% de réduction. Donc, merci beaucoup, les Monty Coco, de nous présenter des petits objets de jeu comme ça à chaque semaine. Merci, les bougettes. Et merci, Marie-Michel. Fait que, bonne écoute, tout le monde. J'ai très hâte de voir vos réflexions en commentaire. Bonne écoute! Allô, Marie-Michel. Allô, Priscilla. Ça va? Oui, ça va, toi? Oui, je suis contente de te rencontrer. Je suis contente aussi d'avoir accepté l'invitation. Je pense que c'est un peu de route pour moi, mais je pense que ça va être une belle discussion ensemble. C'est ça, je m'en allais dire. J'étais comme, t'es pas trop déçue pour le moment d'avoir fait la route jusqu'ici, mais on a un sujet vraiment intéressant, là. Oui, on peut dire intéressant, on peut dire un peu polarisant. Je pense qu'il y a beaucoup d'opinions par rapport à ça. Oui, ben c'est ça, comme je te disais, là, j'ai fait justement une publication sur Facebook et Instagram là-dessus hier, en me disant comme, je veux avoir plus d'opinions de plein de personnes, tu sais, pour me faire une tête aussi, moi aussi, puis pousser mes réflexions. Puis le nombre de commentaires puis d'opinions qui sont différentes entourant le sommeil en général, là, c'est vraiment intense. Puis toi, c'était pour ça que tu avais eu cette idée-là de sujet-là. Moi, le sujet des siestes obligatoires, c'est un sujet que ça fait 2 fois que j'aborde sur ma page Facebook, chez Marie-Michel, service éducatif en milieu familial. Allez suivre ça, tout le monde! Puis c'est des 400 commentaires et plus, là, des gens qui sentent le besoin d'aller participer à cette discussion-là puis essayer de faire grandir ou, tu sais, de partager puis de discuter ensemble là-dessus. Je pense qu'il y a un besoin parce qu'il y a eu beaucoup d'informations d'un côté puis chacun a un peu son opinion, mais la beauté du réseau, c'est de travailler ensemble puis d'essayer d'être intentionnel par rapport à nos choix. Oui, vraiment. Puis, tu sais, c'est ça, c'est que tout le monde a ses opinions, tout le monde a ses croyances, puis il y en a qui ils ont une opinion ou une croyance très ancrée en elles, puis ça change pas, là. Ça change pas, c'est ça qui est ça, c'est de même. Puis notre job, tu sais, en petite enfance, ben c'est de toujours pousser les réflexions plus loin, puis de se questionner, puis pourquoi je pense ça. Tu sais, ça vient d'où, c'est appuyé de quoi. Puis je pense que c'est normal aussi qu'une éducatrice, mettons, qui a commencé dans les années 90 ou qui a commencé plus tôt a des opinions ou des idées préconçues différentes que quelqu'un qui aurait commencé en 2011 comme moi. Ou, tu sais, la science évolue, les pratiques évoluent, les réflexions se poussent toujours plus loin. Fait que c'est pas nécessairement de dire qu'avant, c'était pas correct. Maintenant, c'est juste que la force d'une éducatrice, c'est d'être capable de se remettre en question, être capable de toujours se demander c'est quoi mon intention derrière ça, ou peut-être que celle-là, je l'ai faite un peu sur le pilote automatique, comme... cette force-là de se questionner, je pense que c'est une grande force du milieu de la petite enfance au Québec. Oui, vraiment, 100%. Fait que avant de rentrer là, dans le sujet du sommeil, je pense que tu pourrais prendre le temps de te présenter un petit peu. Là. Absolument. Fait que mon nom, c'est Marie-Michel Funk. Je suis éducatrice à l'enfance formée au DEC depuis 2011. J'ai fait 7 ans en CPE. Okay. J'ai fait un peu d'agence. J'étais allée voir plusieurs CPE de ma région. Après ça, j'ai eu un poste dans mon CPE où est-ce que j'ai fait ma carrière de CPE. Fait que j'ai été 7 ans au CPE Pirouette à Laval. Et quand j'ai eu mon garçon en 2017, j'ai ouvert mon milieu en 2018 là, pour être avec mon garçon, qui était mon souhait depuis longtemps. Fait que là... OK, tu savais que quand t'allais avoir
un ou des enfants, t'allais vouloir avoir ton milieu familial. Oui, absolument. Okay. Fait que dans ces 7 ans-là en CPE, j'étais allée chercher une expérience avec tous les groupes d'âge. C'est ça qui était important pour moi. Fait que j'ai fait de la pouponnière. On travaillait en multi-âge. Il y avait le groupe de 18 mois. Après ça, le multi-âge 2,5-5. Fait que j'ai vécu ça. Puis après ça, ben, j'ai choisi d'ouvrir mon milieu de garde à la maison comme RSG subventionné avec le BC Pirouette, qui est le CPE où j'avais travaillé, mais là, que j'étais du côté BC. OK. Fait que maintenant, je suis fière RSGE. C'est vraiment une grande fierté pour moi de représenter les éducatrices en milieu familial puis de montrer toute la belle qualité qu'on a en milieu familial parce qu'il y a un peu un préjugé défavorable, on va dire. Oui. En général, dans la communauté. Donc, c'est ça. Je suis RSGE depuis 8 ans. J'ai arrêté un petit bout pour mon congé maternité de mon 2e fils. Fait que moi, j'ai 2 enfants. Mon grand a 8, presque 9, puis mon petit a 4 ans. OK. Puis j'ai encore mon milieu de garde à la maison, là, dans le secteur de Laval. C'est cool. Puis t'as tellement raison que c'est important qu'il y ait une représentation des éducatrices en milieu familiaux, tu sais, justement sur les réseaux sociaux puis tout ça pour que la société voit aussi le niveau de qualité que vous pouvez offrir en milieu familial. Oui, puis peut-être que c'est pas le même niveau de qualité dans tous les milieux familiaux, autant que c'est pas le même niveau de qualité dans toutes les installations. Absolument. T'sais. Mais c'est important, puis je pense que toi, tu le fais bien sur Facebook. C'est ça, là, pour vrai, aller la suivre parce que ce que j'aime, c'est le fait que tu sais, tu publies surtout, je pense, des photos avec des textes. Absolument. Puis tes textes, c'est vraiment, je veux dire, ça doit te prendre du temps à rédiger ça. Tu sais, moi, je suis très niaiseuse. Ces réseaux sociaux, j'aime ça faire des niaiseries, puis tout ça. Puis je pense que je vais rechercher un autre aspect du métier, tu sais. Mm-hmm. Mais toi, tu prends vraiment le temps de... C'est très pédagogique, c'est très éducatif, c'est vraiment intéressant, ça pousse les réflexions, puis j'aime vraiment ça te lire. Souvent, mon image va montrer une activité que j'ai faite chez nous, fait que tu sais, mais c'est pas de ça que je veux parler. Mm-hmm. Pour moi, les activités, c'est secondaire. Ce qui est le plus important pour moi et pour ma pratique, ce qui me nourrit le plus, c'est l'intervention, la relation avec les enfants. Fait que c'est de ça que je parle. Puis, j'ai un enfant à défi, donc beaucoup de mes propos qui sont influencés par ça, ma vie de maman d'un enfant à défi, même peut-être d'un deuxième qui va s'aligner vers des défis aussi, tu sais, c'est pas facile d'être maman, puis je pense que ça se reflète très bien sur ma page. Beaucoup de réalités d'éducatrice à la maison aussi, des trucs d'organisation, mais beaucoup d'interventions, puis de remise en question de nos pratiques. Je pense que pour moi, c'est ça que je recherche sur les réseaux sociaux, donc c'est ça que j'y mets. Mais puis je pense que c'est au cœur, justement, je vais dire, d'une bonne éducatrice, je considère que c'est d'être capable de se remettre en question. Absolument. Puis de pas juste... Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Puis c'est ça, c'est drôle, j'ai fait une story justement un matin là-dessus parce que là, je lisais tous les commentaires en lien avec le sommeil. Puis là, ça me remet tout en question. Puis là, c'est compliqué. Puis ça draine, tu sais, ça demande beaucoup d'énergie de se remettre en question dans un job qui demande déjà beaucoup d'énergie. Fait que c'est tellement plus simple de juste arrêter de se poser des questions puis dire non, ça, c'est comme ça. C'est de même qu'on va faire ça. Puis tu sais, d'avoir vraiment des... c'est ça, comme des interventions... C'est pilote automatique, mettons. Oui, pilote automatique. Même chose avec, tu sais, avant, là, on avait des cartables de thématiques. Puis là, c'était en janvier, on fait telle thématique. En février, telle thématique. Puis là, une fois que j'ai fait toutes mes cartables, ben, j'ai plus jamais à travailler pour le restant de ma vie parce que je vais faire ces mêmes cartables-là chaque année. Il y a quelque chose de réconfortant dans le pilote automatique. C'est ça le mot que je cherchais, réconfortant. Il y a quelque chose de vieille pantoufle dans le pilote automatique. Mm-hmm. Par contre, je pense que, justement, comme tu dis, une bonne éducatrice, une qualité d'une bonne éducatrice, c'est cette capacité-là de se remettre en question, d'aller chercher les nouvelles avancées scientifiques, d'aller chercher de la nouvelle information tout le temps. Puis je pense que on est 2 éducatrices pour qui c'est important. Oui, vraiment, 100%. Fait qu'on va rentrer dans le... vif du sujet. Puis là, c'est ça. Dans le fond, c'est toi qui m'as écrit pour me dire « J'aimerais qu'on parle de ce sujet-là. » Parce que, justement, tu as fait des publications, qu'il y a eu beaucoup d'interactions, puis qu'on sait que c'est un sujet qui est polarisant, qui suscite beaucoup, qui vient beaucoup chercher dans les émotions des gens aussi, je pense, parce que ceux qui sont du point, on respecte les besoins puis le rythme de l'enfant, c'est très important pour ces personnes-là. Puis les personnes qui vivent des situations, exemple, difficiles, mettons les parents à la maison qui vivent un coucher difficile, ben eux, ça vient les chercher dans leurs émotions, que pourquoi l'éducatrice, elle m'écoute pas. Puis, fait que je pense que c'est ça, c'est vraiment... Je pense qu'il y a un bobo
qui est ressenti de part et d'autre. Dans comme les interactions que j'ai eues, il y a beaucoup de parents qui me nomment ce bobo-là que c'est dur, c'est difficile à vivre. Puis des éducatrices qui me disent qu'eux autres aussi, c'est difficile à vivre. Fait qu'il y a vraiment une blessure, il y a quelque chose qui fait en sorte que ça passe pas entre les deux. Puis je pense que c'est pertinent d'utiliser ce médium-là pour en parler, puis essayer de pousser les réflexions. Puis je pense que moi puis toi, on est des éducatrices de gris. Il n'y a pas de rien de tout noir, rien de tout blanc. Il faut aller voir dans les nuances. Puis, tu sais, le gris pâle n'est pas tant mieux que le gris foncé. On est toutes dans le très bon, là. Tu sais, on parle pas d'une éducatrice négligente. On n'est pas dans le jugement de « si tu fais ça, t'es pas bonne ». C'est pas ça. C'est que dans le gris, où est-ce qu'on se positionne? Mm-hmm. Puis il est là, notre travail. Où est-ce qu'on se positionne dans le gris? Puis je pense que le tout blanc puis le tout noir... On le sait, là, tu sais, comme on le sait que ces deux positions-là ne seront pas les bonnes maintenant. Où est-ce qu'on se positionne dans le gris? Ça va être ça, notre discussion aujourd'hui. Fait que ce qu'on veut parler, c'est les dodos obligatoires en milieu de garde, peu importe le contexte. Ouais. Donc, cette fermeture-là à avoir des compromis par rapport au dodo, dépendamment de la situation, dépendamment des besoins que l'enfant il démontre à la garderie et à la maison. Ouais. Il y a un petit quelque chose que je voudrais comme qu'on mettre la base avant de partir, c'est que la majorité des milieux, si tu t'endors pas après 45 minutes, tu as le droit à des jeux calmes. Ça, je pense que c'est quand même une base qui est commune en CPE ou en milieu de garde, en milieu familial. Ouais. Mais c'est pas à ça que je veux qu'on s'adresse. Okay. Le problème, il vient là où l'enfant s'endort très bien. Même des fois, l'enfant tombe de fatigue. Mais là, tu as un parent qui vit le soir une difficulté d'endormissement, puis il voit la corrélation entre les jours où il dort et les jours où il dort pas. Donc, on a un enfant qui veut s'endormir. Tu sais, c'est là le nœud du problème. C'est l'enfant, il s'endort. Puis là, cette notion-là de s'il dort, c'est parce qu'il a besoin de dormir. Et cette notion-là de on réveille pas un enfant qui dort. Donc, oui. on a tout ce problème-là qui naît quand le parent vient nous voir puis nous dit à la maison, il dort pas, puis la routine du soir va tellement mieux. Fait que là, c'est de ça que je veux qu'on parle. Oui. C'est ça qui est croustillant. C'est là qu'il faut qu'on en discute, qu'on check c'est quoi, qu'est-ce qui vient nous heurter, qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui nous parle pas. Oui. C'est là. Vraiment. 100%, c'était exactement ça, là, le sujet de ma publication d'hier. Puis c'est ça, il y a eu beaucoup de... Tu sens les émotions dans les commentaires, tu sais. Tu sens... Puis un commentaire qui a été écrit, là, que j'ai trouvé super intéressant, c'est une mère qui disait, tu sais, moi, je suis vraiment team, ce qui se passe à la garderie reste à la garderie, ce qui se passe à la maison, c'est à la maison. Puis je suis comme, c'est cool, tu sais, j'aime ta confiance que tu démontres envers l'éducatrice de ton enfant, de dire, moi, j'ai confiance, ce qui se passe à la garderie, c'est correct, puis moi, je vais gérer le soir. Mais le sommeil, c'est pas... à garderie, reste à garderie, puis à la maison, reste à la maison. Là, je veux dire, la vie de l'enfant, c'est un continuum, puis le sommeil, oui, tout va s'influencer, tu sais. Fait que j'aime ta vibe détachée, tu sais, de mère qui est comme, ben non, c'est correct, tu sais, faites ce que vous voulez, on va se reprendre le week-end, puis tout ça. J'adore, tu sais. Mais faut quand même communiquer, là, entre l'éducatrice puis le parent, parce que le sommeil... Et collaborer. Je trouve que souvent, on a ce désir comme éducatrice que le parent collabore avec nous, mais à quel moment, nous, on est prête à collaborer avec eux? Si je vivais quelque chose de vraiment difficile à la garderie, qui était influencé par un comportement du parent, je voudrais qu'il vienne collaborer avec moi. Par contre, quand c'est lui qui vit quelque chose de vraiment difficile à la maison, moi, cette rigidité-là va un peu me heurter, moi, Marie-Michel, comme dans mes valeurs, de dire ce qu'on veut, c'est une collaboration. Mais la collaboration, c'est donnant-donnant. Puis je pense que dans le sujet du sommeil, il y a beaucoup de rigidité par rapport à, même du jugement. J'ai reçu beaucoup de commentaires de, s'il veut qu'il s'endorme plus vite le soir, coupe les écrans, coupe le sucre, va plus dehors. Tu sais, toutes sortes de belles théories. Mais je vais te partager que moi, Marie-Michel, j'ai un fils qui avait un sommeil extrêmement difficile. Puis je suis une personne extra intentionnelle avec mes enfants. Mes enfants mangeaient pas de sucre. Mes enfants avaient pas d'écran zéro. Mettons, mon enfant au sommeil d'enfer, là, il a pas eu d'écran avant 3 ans et demi, là.
C'était pas un enjeu, les écrans. Ils jouaient dehors. Moi, j'étais en pédagogie nature. J'étais tout le temps dans la forêt toute la journée. Ils se dépensaient comme ça n'avait pas de bon sens. Et on parle des endormissements de 1h30, des endormissements à 22h le soir, des crises incroyables, des réveils pendant la nuit. Fait que, tu sais, c'est facile de se dire que 1 + 1 = 2, mais dans la vie, c'est pas comme ça que ça marche. Fait que moi, quand le premier réflexe, c'est de dire, ben c'est parce que tu vas passer dehors. Moi, j'ai un malaise avec ça. Parce que mon premier réflexe, c'est une discussion, investiguer. C'est quoi le reste autour? C'est quoi l'hygiène de vie? Parce que ce que je propose, c'est vraiment pas de dire, ben là, si le parent dit, je veux plus qu'il dorme, ben je l'empêche de dormir, puis c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une discussion à avoir, comme on a dans tous les comportements. Oui. Comme on a dans tout le reste. C'est juste que pour le sommeil, ça devient comme, oh, on sort les griffes, là, c'est dur. Mais ce que je propose, c'est une discussion. Oui, on va s'intéresser à l'hygiène de vie, on va s'intéresser à la routine, à l'importance de, tu sais, c'est quoi vos attentes? Est-ce que vos attentes, c'est qu'ils dorment à 7 heures tapant? Est-ce que vos attentes, c'est qu'ils, tu sais, à 18h30, tu sais, oui, ça serait un problème, puis ça ferait en sorte qu'on aurait cette discussion-là. Mais moi, j'ai vu des familles qui faisaient tous les bons choix, là, tu sais, qu'on pourrait qualifier de bonnes habitudes de sommeil, là, qui avaient quand même des méga difficultés. Mais c'est que chaque enfant est différent aussi, là. Puis je pense que tout dépend aussi de la façon d'apporter les sujets. Tu sais, justement, si le parent te rapporte des difficultés de sommeil de son enfant, puis que t'es comme, ben, couper les écrans, puis le sucre, puis aller jouer plus dehors. Si tu le dis de même, c'est clairement comme tu juges le parent, puis t'es pas dans qu'est-ce que l'enfant a besoin, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi vos observations, tu sais. Parce que ça se fait de dire, est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'écrans le soir? Est-ce que, tu sais, d'essayer d'apporter des stratégies gagnantes, puis d'essayer des trucs, tu sais. Puis aussi de laisser la porte ouverte. Moi ce pourquoi je milite, c'est pour la porte ouverte. C'est-à-dire que quand on ferme la porte à des interventions, c'est qu'on démontre une fermeture d'esprit, dans le fond. Oui, il y a des choses, toute la violence, là, ça, c'est la porte est fermée, là. Mais là, on parle pas de violence, on parle pas de négligence, là, on parle de compromis, on parle de... Tu sais, mettons, toi, t'es un parent chez nous, puis tu me dis, « Hey, ça l'a pris 2h30, là, l'endormir hier, les crises. » Là, moi, là, je suis à bout, là. J'ai pas bien dormi, j'ai pas fait mes tâches, je me sens plus bien, là. Moi, j'ai de la solidarité par rapport à ça, parce que j'ai été cette maman-là, tu comprends? Oui. Je l'ai été, la maman qui manquait de sommeil, puis, tu sais, mon fils, même s'il se faisait 1h30 de crise, là, il se réveillait à 5h30 le lendemain, là, puis on repartait, là, tu sais, il se réveillait en crise aussi. Fait que j'en ai plein de solidarité pour ça, là. Fait que moi, mon premier réflexe, c'est de dire « Oh ouais, mon Dieu, ça doit être difficile. Tu penses que la 6 a une influence là-dessus? » Puis je vais le proposer d'emblée, là. Tu veux-tu qu'on expérimente? Tu veux-tu que, tu sais, mettons... Moi, la solution qui a fonctionné le plus dans ce genre de situation-là, c'est de dire « Est-ce que tu veux que j'essaie de le réveiller après 1 heure? » Ça, pour moi, c'est un bon compromis entre moi, ma routine de garderie. Malheureusement, là, tu sais, j'en ai 6, fait qu'il faut que je m'occupe. J'ai des poupons, fait qu'il faut que je jongle avec ça. Ouais. Moi, mon compromis, si ça fonctionne, puis souvent, ça a bien fonctionné, c'est de dire, est-ce que tu veux que j'essaie de le réveiller après 1 heure? Fait que je parle pas de tout noir ou tout blanc, là. C'est pas de dire, l'enfant, il tombe de fatigue, puis je l'empêche de dormir, je tiens les yeux ouverts. Tu sais, on est vraiment pas là, là. On est dans le compromis, on est dans, OK, je peux essayer ça. Tu veux-tu que j'essaie de la coucher plus tard ou de lui laisser des livres, puis qu'elle s'endorme plus, tu sais, plus à la fin du dodo, comme ça, les enfants vont naturellement la réveiller quand ils vont commencer à bouger. Tu sais, il y a plein de choses qu'on peut expérimenter, là, comme si j'y laisse des livres sur son matelas. Est-ce qu'elle est capable de faire pas de bruit puis de pas déranger les autres? Puis souvent, on s'imagine, mais là, si j'y laisse des livres, tout le monde va vouloir des livres. Quand tu l'essayes, des fois, c'est pas ça partout qui arrive. Là. L'enfant, il y a des livres, les autres, ils s'en fichent puis ils font leur dodo, là, tu sais. Ben oui, t'expliques, tu sais, ben ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est son besoin de son corps ben à oui. elle. Puis moi, je l'expliquais des fois à des enfants dans mon groupe, j'étais comme, ben ça, c'est parce que c'est son besoin à elle. Mais tu sais, toi, à d'autres moments de la journée, c'est toi qui as un autre besoin. Puis toi, tu as remarqué qu'au dîner, tu es assis à une petite table toute seule, tu es chanceuse, tu sais, tu peux t'inviter un ami, puis tout ça, parce que toi, tu as besoin d'être plus tranquille pour dîner, pas à la table avec tout le monde. Ben cet enfant-là, elle a besoin d'un livre au dodo. Puis toi, pendant l'histoire, tu es assis sur moi. Tu sais, c'est ça ton privilège parce que tu en as besoin, toi. Fait que, tu sais, d'expliquer que chaque enfant a des besoins différents, puis ça leur donne des
privilèges différents ou des contraintes différentes, tu sais. Fait que oui, ça s'explique vraiment. Je trouve que ça, c'est la beauté du multi-âge, c'est que les enfants qui sont en multi-âge ont un peu cette habitude-là de dire les enfants sont pas tous égaux. Les enfants, ils ont pas tous... égaux dans leurs droits, oui, là. C'est-à-dire, ils n'ont pas exactement tous les mêmes besoins. Parce que, mettons, un poupon, il va être en porte-bébé, mais tu sais, à 4 ans, tu me demandes d'être en porte-bébé, mais je vais dire non, parce que tu n'as pas les mêmes besoins que lui. Fait que je pense que le multi-âge a cette beauté-là de dire qu'on a l'habitude. On a l'habitude que lui, je flatte son dos, puis toi, je le flatte plus parce que t'en as plus besoin. Lui, il a encore sa suce, mais toi, t'en as plus besoin parce que t'as 2 ans et demi, puis on a décidé que c'était terminé, tu sais. Il y a cette notion-là de l'équité versus l'égalité. Ouais. Hein? Être équitable, c'est différent. Chaque enfant a la réponse à son besoin, ça, c'est l'équité. L'égalité, ça serait que tout le monde est tout le temps pareil, puis ça, c'est moins... Ça répond pas aux besoins, là. C'est moins individualisé, absolument. Okay. Mais c'est intéressant, puis ce que j'aime de ton point, c'est le mot « expérimenter ». Expérimentation, on va essayer, on laisse la porte ouverte, justement, comme tu viens de dire, tu sais. On laisse la porte ouverte, on essaie des choses, on communique, on collabore, puis comme ça, justement, le parent voit qu'on est de leur bord, là, dans le sens, on est du bord de l'enfant, en fait, c'est ça. Oui, on est tous dans la même équipe. Oui. Puis je pense que quand on montre cette ouverture-là, à dire « je peux expérimenter », mais ça laisse aussi la place à l'ajustement dans X semaines, à dire « hey, là, j'ai essayé ça, par contre, elle se réveille en gros pleurs parce qu'on dirait qu'elle est encore fatiguée. Là, j'essaie de penser comment je pourrais organiser ça. » Juste de verbaliser toute cette réflexion-là éducative derrière nos interventions. OK, mon organisation, OK, là, elle se réveille, elle pleure, elle réveille tout le monde. OK, je vais essayer d'autres choses. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as observé à la maison? OK, est-ce que ça va mieux? Définitivement, vous autres, ça va mieux quand je fais ça. OK, on essaie-tu 1h30? On essaie-tu 1h15? Tu sais, on peut passer des semaines sur ce projet-là, là. Mais de sentir qu'on est ensemble dans le projet parce qu'on fait partie du village de l'enfant, il est là notre travail. Ouais. Il est là notre travail vraiment plus que le beau bricolage, là. T'sais. Bien, 100%. Puis, tu sais, là, tu as parlé d'une des solutions qui serait, mettons, de réveiller l'enfant après 1 heure. Puis ça, ça fait partie des commentaires que j'ai reçus hier, qui sont « on ne réveille jamais un enfant qui dort ». Absolument. Mais là, moi, je reçois ce commentaire-là et je réponds « mais à 3 heures, tu vas le réveiller, tu sais. Fait que pourquoi le réveiller à 2 heures, ça y fait mal, là, à l'enfant, là, tu brises ses neurones, là. Puis à 3 heures, là, c'est correct parce que la sieste est terminée, tu sais, Puis des fois, c'est comme réveiller en le flattant dans le dos ou réveiller en laissant tout le monde jouer autour de lui et en ouvrant la lumière, tu sais. Il y a comme... Moi, je pense pas qu'il y a rien de nocif, puis c'est pas ça que j'ai vu dans tout ce qui est recherche, là, tu sais. Réveiller un enfant, c'est pas nocif. L'important, c'est qu'il ait son nombre d'heures. Fait qu'on peut en parler du nombre d'heures. Oui. L'OMS recommande des nombres d'heures, mais c'est tout le temps des braquettes. Hein? Fait que, mettons, un tout petit nouveau-né va être entre 14 et 17 heures. Par jour. Par 24 heures. C'est ça. Fait que, puis rendus à 5 ans, ils sont comme à 10 heures, entre 10 et 13 heures. Fait que ça, cette fluctuation-là entre le poupon puis le 5 ans, ben elle va se faire différemment selon chaque enfant. Fait que la seule façon d'être connecté à lui et son besoin, c'est d'observer ses signaux. Mais là où ça bloque, c'est que ces signaux ici devant moi, c'est pas ces seuls signaux. Tu sais, oui, là, en ce moment, ça lui prend 5 minutes qu'il est endormi. Fait que, mettons, on y va dans un exemple. Oui. Petit Coco fait une méga crise puis s'endort à 22 heures le soir. OK? Là, il réussit à dormir, il se réveille par le cadran à 6h30 parce que, bon, la vie va vite, il faut qu'on se réveille. Fait que là, il a eu son 8h30 de dodo, qui n'est pas suffisant pour son âge. Donc, quand tu le couches, quand on ferme les lumières, en plus, il y a moins d'opposition avec l'éducatrice. C'est souvent une dynamique qu'on voit, hein? Maman a plein d'opposition, l'éducatrice en a moins, qui n'est pas la faute de un ou l'autre, mais c'est des choses qu'on voit souvent. Fait que là, bien sûr qu'il est brûlé. Il s'est couché à 22 heures parce qu'il faisait la crise. Fait que oui, il va s'endormir en 4 secondes. Mais si on dit, OK, je le réveille après 1 heure, ben là, il va dormir juste 1 heure. Il va être fatigué pour s'endormir à 8. Donc, au final, on va avoir plus de sommeil dans la vie de l'enfant. Parce que lui, sa vie ne s'arrête pas à 5 heures quand il repart chez eux. Là. Dans le sens, sa vie, c'est un tout. Ben c'est ça. Fait que c'est pour ça que je les exprime tout au long de la journée. Oui. C'est pour ça que j'ai un problème avec le fait de voir la garderie puis la maison séparément. Tu sais, c'est un tout pour l'enfant. Il faut tellement communiquer. Puis, tu sais, quand on dit on répond aux besoins de l'enfant, s'il est fatigué, il dort. Oui, sauf que
de répondre à son besoin, c'est aussi c'est nous l'adulte, là. C'est nous qui voit tout ça. On va lui instaurer une routine de sommeil saine pour qu'il se développe mieux, justement, qu'il ait une meilleure énergie, qu'il soit moins irritable. Puis ça, on le fait dans plein de domaines, là. Oui. C'est-à-dire, si on écoutait seulement le besoin qu'il veut, il mangerait de la pizza puis des croquettes à tous les jours. On est à l'aise de dire, ben moi, je te sers quelque chose que je considère qui est bon pour toi. Donc, c'est des rôles qu'on prend. Mais quand on parle de sommeil, c'est comme les besoins immédiats que tu m'exprimes là, devant moi, c'est les seuls qui comptent. Là, j'ai comme un malaise parce que les besoins qu'il a exprimés hier soir, puis, bon, là, je donne un exemple d'un soir, mais souvent, c'est des dynamiques qui se présentent sur des semaines, là, puis des moments à bout de nerfs, là, parce que c'est vraiment difficile pour toute la famille, là. Donc, non, je ferais peut-être pas l'intervention après une soirée difficile, puis je pense que la majorité des parents me le demandent pas non plus. C'est quand quelque chose se répète dans le temps, là. Oui, tu fais bien de le dire. Oui, c'est ça. C'est un bon point. Fait que, c'est ça, les besoins qu'on observe dans les médias sont pas les seuls, sont pas plus valides que ceux qui sont observés hier à la maison. Je pense que c'est un tout. Puis quand on... Tu sais, moi, j'ai eu des enfants aussi que si je les laissais sans rien, ils s'endormaient. Mais si je leur proposais des jeux, là, ils étaient dans leur jeu, ils étaient super calmes, ils ne dérangeaient pas les autres. C'est quelque chose qui s'apprend aussi, tu sais. C'est normal que la première fois que je te laisse des jeux, tu fasses plus de bruit, puis je vais être là pour t'accompagner. Puis, tu sais, moi... Ben, c'est pas vraiment le cas en milieu de garde, mais dans une maison, on a plusieurs options de pièces, là, tu sais. On peut mettre les poupons dans une autre pièce, les grands dans la pièce principale. On peut demander aux enfants d'aller jouer un petit peu plus loin dans la chambre d'un de nos jeunes enfants. Tu sais, on peut naviguer avec l'aménagement pour être capable. C'est ça. Fait que je pense que juste d'avoir des solutions, d'avoir des pistes, d'essayer des choses, puis de dire, écoute, on essaye, on s'en reparle dans 2 semaines. Puis si moi, je suis pas à l'aise parce qu'il y a X, Y, Z problème, ou si ça change rien pour toi, un commentaire que moi, j'ai eu souvent, c'est de dire... Puis ça, c'est un commentaire qui me blesse, je vais t'avouer. C'est de dire, ben tu vois, j'y ai dit qu'elle dormait plus, puis là, tout s'est arrangé miraculeusement. Bizarre. Fait que l'éducatrice a choisi de mentir aux parents. OK, attends, je comprenais pas. Excuse-moi. L'éducatrice dit aux parents... Oui, il n'a pas dormi. Alors qu'il a dormi. Oui, j'ai vu ce commentaire-là hier, puis j'ai justement répondu « Mentir? Non. Expliquer, tu sais, collaborer. » Réalité, ce qui se passe plus probablement dans cette situation-là, c'est que vu que tu le fais tellement sentir mal, de dire que « OK, je vais faire tous les compromis pour pas qu'il dorme. J'espère bien que ça va marcher à la maison. » Fait que c'est ça que tu as dégagé comme message comme éducatrice. Le parent se sentait tellement mal que ça changeait rien finalement, qui va te dire « Oui, merci, ça marche. » Ce que tu as fait, c'est que tu as bousillé ta relation avec le parent. Ce que tu as fait, c'est que tu as fait mal à ta relation, fait que ta relation est pas bonne, donc tu magasines des mensonges, c'est sûr. Tu réponds pas, finalement, aux besoins de l'enfant, sachant qu'il va continuer à faire des crises le soir, tu sais. Fait que, puis souvent, il y a des éducatrices aussi qui vont dire le besoin de l'enfant prime sur le besoin du parent, que son enfant se couche le soir. Oui. Mais le parent pourrait dire la même chose de toi, que comme le besoin de son enfant de dormir le soir prime sur ton besoin que l'enfant fasse la sieste. Parce que moi, là, je suis la première à dire je veux que tout le monde dorme. Tu sais, une journée que tout le monde dort, que j'ai le temps de faire mes affaires pendant la sieste, là, je suis comme, mais quelle belle journée! Je suis tellement contente. C'est vrai, c'est sûr, mais... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Du temps de silence, du temps pour juste s'entendre réfléchir. Oui. Il y a tellement d'enfants qui nous sollicitent tout le temps qu'on a de la misère juste à enligner quelques pensées. Fait que je le comprends, ce besoin-là d'avoir une pause. Je le comprends absolument. Puis c'est aussi un argument qui est revenu beaucoup dans nos commentaires, c'est de dire que c'est le moment où les éducatrices s'auto-posent. Puis je sais que c'est une pratique courante dans les CPE. Ouais. Moi, on avait quelqu'un de pause, mais tu sais, je sais que ça fait 7 ans, la pénurie, il y a plein de choses qui ont bougé. Par contre, dans une organisation qui dit agir pour les enfants doivent être au cœur, puis je pense qu'il y a pas une direction qui serait capable de négocier ça, là. Les enfants doivent être au cœur. Puis il y a des façons. J'ai un CPE dans ma région qui... tous les enfants qui dorment pas sortent dans la cour
pendant comme ça dérange pas les enfants. Puis ils ont juste 2 lieux à autoposer, mais tu sais, il y a des éducatrices dehors qui s'autoposent, puis des éducatrices en dedans qui s'autoposent, puis ça marche. Je pense qu'encore une fois, ouvrons des portes, essayons des affaires, peut-être qui sont un peu out of the box, des choses qui sont moins conventionnelles, qu'on a moins, regarde, j'ai une idée, on l'essaye, on s'ajuste si ça marche pas, on essaye des choses. Puis tu sais, des fois, on veut pas essayer des choses parce qu'on a peur que ça nous demande plus de temps, plus d'énergie, que ça soit plus complexe, mais au final, de ne pas avoir à avoir ces frustrations-là avec les parents, de ne pas avoir à intervenir auprès des enfants qu'on veut forcer à dormir ou que, tu sais, au final, ça va nous prendre moins d'énergie d'ouvrir les portes puis d'essayer des affaires, tu sais, mais il faut les essayer, il faut essayer des nouvelles stratégies, tu sais, puis au pire, on revient en arrière parce que si on ouvre, si on démontre aux parents que ces problèmes nous concernent, puis qu'on trouve des solutions avec lui, bien après ça, nos problèmes vont aussi le concerner en retour. Absolument. De dire « Hey, j'ai essayé de donner des jouets et tout ça, mais sérieux, c'est vraiment difficile, il réveille tout le monde, c'est pas facile. » Tu sais, là, le parent va embarquer dans notre problème aussi, puis nous aider. Fait que, là, ça devient notre enjeu, notre problème à résoudre, au lieu d'être le mien puis toi de ton côté. Mm-hmm. Fait que ce que je disais par rapport aux heures de sommeil, c'est que, premièrement, c'est des braquettes. Hein? Chaque enfant est unique. Puis il y a des enfants qui ont moins besoin de sommeil que d'autres, peu importe le contexte. C'est partout dans le monde, là. L'OMS, c'est mondial. Là. Fait que l'enfant qui est le poupon qui dort 17 est aussi normal que le poupon qui dort 20. T'sais, chaque enfant a sa genre de personnalité de sommeil, les gros dormeurs, les petits dormeurs. Après ça fluctue dans le temps. Puis environ vers 3 ans, le sommeil devient qu'est-ce qu'on appelle consolidé. Fait que le sommeil nocturne devient vraiment plus réparateur. Donc, l'enfant a moins besoin de sa sieste dans le jour. OK. Fait que les ressources que je suis allée chercher viennent de chercheurs en sommeil des enfants. Fait que on parle de Geneviève Forêt, Rachel Pétrin, Catherine Laure, c'est tous des PhD en sommeil. Donc, qui nous parlent que la flexibilité est la meilleure pratique à avoir, l'observation des besoins. Puis même qu'elle va plus loin, puis elle dit que quand l'endormissement dure plus que 30 minutes, c'est un signal qu'il y a un problème à régler, possiblement dans la sieste de la journée. OK. Fait qu'on parle pas d'1h30, 2 heures comme plusieurs parents vivent, là. Ça n'a pas besoin d'être dramatique. On n'a pas besoin de se rendre au burn-out pour avoir besoin d'agir. Hein? Un enfant qui se couche à une heure, on va dire raisonnable, là, 8 heures, puis son heure raisonnable à lui. Tu sais, il y en a des enfants qui, à 7h30, ils ont besoin... c'est pas que les parents veulent s'en débarrasser, là, c'est que c'est son heure. Il a l'habitude de s'endormir à cette heure-là, puis on le sent reposer quand il se couche à cette heure-là. Quand on le couche plus tard, on le sent qu'il gère plus bien ses émotions, là, tout le fait chigner. On le voit, on connaît nos enfants, puis quand ils nous parlent de cette problématique-là, il faut avoir cette ouverture à dire, mon Dieu, je sais que tu reconnais plus ton enfant, je te crois que tu reconnais plus ton enfant, puis que tu le vois qu'il est fatigué, tu sais. Oui, puis de pas tout de suite tomber dans le jugement de c'est parce que les parents ils veulent se débarrasser de leur enfant, ils veulent même pas passer du temps avec eux, ils veulent juste qu'ils aillent se coucher puis vivre leur vie le soir. Absolument. Ça, c'est beaucoup de jugement, là. C'est beaucoup de jugement. Puis, tu sais, j'ai la chance chez moi d'avoir des parents merveilleux depuis le début. J'ai eu que des familles incroyables. Puis qui font tous des bons choix, tu sais, qui sont tous dehors extrêmement longtemps, qui utilisent presque pas la technologie, qui font tous les meilleurs choix. Puis il y a quand même des enjeux de sommeil, parce que ça n'a pas tant rapport, tu sais. Mais puis c'est compliqué pour tout le monde, le sommeil, là. Mon chum n'est pas capable de s'endormir avant 3 heures du matin, là. C'est un problème, là. Oui, puis, c'est ça. Fait que dans les meilleures pratiques à avoir pour un enfant, là, tu sais, qui a une diminution de ses besoins de sommeil naturels, parce que c'est ça le développement de leur cerveau, bien, il faut être à l'écoute, puis voir quand ça commence à bugger, on commence à ajuster. Oui. Ça se peut pas que l'enfant passe de 17 heures comme poupon à 12 heures sans qu'on ait une transition. Puis les transitions, ça passe par une espèce de mouvance, j'adapte mes interventions, il adapte son comportement, on regarde qu'est-ce qui marche pas. C'est ça d'individualiser nos services. Oui. Puis c'est vrai que c'est ça, c'est différent pour tout le monde. Moi, j'ai eu une petite cocotte dans mon groupe. Quasiment à la fin de la poupe, là, elle dormait quasiment déjà plus. Elle n'a jamais fait de sieste, quasiment, cet enfant-là. Mais t'es tout le temps en forme, tout le temps de bonne humeur, de l'énergie. C'est ça qu'il faut observer.
C'est Puis... ça qu'il faut observer. Parce que oui, nous autres, ça nous fait un petit heurt, là. Puis il y a quelqu'un qui avait soulevé dans une de mes publications que ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, de dire que ça devient quasiment une fierté d'avoir tout ton groupe qui dort. Oui, j'ai réussi à faire dormir tout mon groupe. J'ai endormi, ouais. Ça devient une fierté, ça devient un check sur ma checklist. Je suis une bonne éducatrice parce qu'ils dorment tous. Et je l'ai vécu moi aussi comme jeune éducatrice. Je l'avais, cette fierté-là de « je viens d'endormir le dernier ». Ben oui, yes. Moi aussi, oui. Fait que, est intéressante cette notion-là de dire pourquoi ça me donne la fierté qu'ils dorment tous, puis pourquoi la fierté n'est pas de répondre aux besoins de chacun, d'avoir des enfants de bonne humeur, reposés, mais qui ont une hygiène totale. Tu sais, elle devrait être là, la fierté. Fait que je comprends absolument la fierté de ça. Je l'ai vécu aussi. Mais puis, tu sais, il y avait même une fierté de, mettons, pour cet enfant-là, je l'ai endormi. Oui, parce que lui, il est dur à endormir. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, adore. Absolument. Ouais, c'est intéressant de se questionner. Oui. C'est vraiment intéressant parce que c'est jamais possible d'endormir quelqu'un d'autre. Hein? Il a réussi à s'endormir. Moi, je l'ai juste aidé. Ça, c'est la même chose pour l'accouchement. Hein? C'est pas le médecin qui nous accouche. On est les seules personnes qui accouchent. C'est la même chose pour l'endormissement. Ouais. Il s'est endormi. Ouais. On réussit toujours à s'endormir. Il y a plein de facteurs, il y a plein de façons d'aider, mais c'est pas moi qui l'ai endormi, c'est lui qui s'est endormi. Fait que, effectivement, cette fierté-là, c'est un point vraiment intéressant. C'est comme un peu culturel. C'est-à-dire qu'entre éducatrices, c'est comme cette fierté-là, cet accomplissement-là, je les ai toutes endormies. Puis moi, je me suis éloignée de tout ça, puis je pense que, justement, d'être sortie puis d'être travaillée moi-même, j'avais plus cette espèce de compétition avec les autres éducatrices, ou je dis compétition, mais c'est pas malsain, là. Non, plus mais... de dire comme, OK, j'ai atteint ce standard-là parce que je suis toute seule chez nous, fait que, tu sais, qu'ils dorment pas ou qu'ils dorment, je le ressentais plus, tu sais. Fait que je me suis éloignée de ça. C'est vraiment intéressant. On dirait que ça me fait tout réfléchir à mes façons de penser, puis, tu sais, mes façons, justement, de me comparer à mes collègues, mes façons de voir mes réussites, puis mes échecs en tant qu'éducatrice, puis je suis sûre que notre réflexion, sans apporter des solutions concrètes, parce que c'est impossible d'apporter des solutions concrètes, là, justement. Ça serait une recette. C'est juste du gris. Ça serait une recette, puis on n'y croit pas aux recettes. Mais ça va porter à réflexion. Il y a plein d'idées, mais il faut garder les portes ouvertes. Moi, c'est ça mon message, c'est qu'on garde les portes ouvertes. C'est-à-dire que, premièrement, quand un parent arrive vers nous avec ce problème-là, on y va avec de l'empathie, de la solidarité, de « mon Dieu, ça doit être tough ». Fait que là, t'es fatigué, tu sens fort ta journée, puis là, t'as pas dormi de la nuit, mon Dieu. Tu sais, cette solidarité-là est tellement importante dans la façon, dès le premier regard, parce que là, j'ai eu plein de témoignages de parents, là. Dès qu'ils prononcent ces mots-là, tu peux-tu arrêter de la faire dormir? Ah là, ça brise tout, tu sais, puis notre relation avec les parents, c'est-tu important? On travaille-tu fort pour ça? Mais il faut faire attention avec ces interactions-là. Ou des parents qui le savent. Je vais pas lui demander de couper la sieste, ça va tout briser, tu sais, fait qu'ils décident d'endurer. C'est ça, puis là, on embarque justement dans le mensonge ou dans les parents qui vont dire à leur enfant, tu vas avoir des Smarties si tu dors pas. Fait que là, l'enfant, il veut s'empêcher de dormir, puis là, l'éducatrice, elle veut qu'il dorme, puis là, tu sais, ça fait des gros combats, là, que tout le monde est contre, puis que l'enfant, il fait pitié là-dedans, là, lui, il veut pas dormir parce qu'il va avoir des Smarties, mais là, son éducatrice, elle chicane parce qu'il dort pas. C'est pas le fun pour l'enfant, on répond pas pantoute à son besoin, là. Qui est au centre de tout ça, on le sait plus, tu sais. C'est pas l'enfant puis son besoin. Tu sais, mettons, pour les enfants qui vont éventuellement avoir un diagnostic TDAH ou un diagnostic TSA, c'est typique des troubles d'endormissement et de sommeil en bas âge. Ouais. Ça veut pas dire qu'un enfant qui a des troubles de sommeil en bas âge va avoir son diagnostic, là, ça marche pas dans les deux sens, mais chez la population qui ont ce diagnostic-là, on recule puis on voit qu'il y avait des troubles d'endormissement. Donc, peut-être que c'est vraiment pas de sa faute. Tu sais, dans le sens, c'est pas une mauvaise intention de mal dormir, là, c'est son corps qui est fait comme ça, puis tu sais, les enfants, ils veulent plaire aux parents, puis ils veulent plaire à leur éducatrice, mais ils sont juste pas capables de s'endormir, ou ils sont capables parce qu'ils sont brûlés de la veille, parce qu'ils ont pas bien dormi, parce qu'ils ont fait la crise, tu sais. Ça devient vraiment se sentir tiré entre deux cordes, là, tu sais. Ouais. Vraiment. Un autre argument que je voulais qu'on adresse, qui est plus un contre-argument dans notre cas, qui est, s'il se réveille avant 15 heures, ça n'a pas d'influence sur le dodo du soir. Fait que j'ai essayé de retourner à la source de ce commentaire-là,
qui est très répandu dans notre domaine, que Oui. tout le monde connaît, que tout le monde dit. Et la source vient d'une personne que je nommerai pas, mais qui est quelqu'un qui prône le 5-10-15, qui a une grande portée, on va dire, médiatique dans nos milieux, dans notre domaine de la petite enfance. Puis j'ai juste envie de dire que c'est pas basé sur la science. Peut-être que c'était son opinion personnelle à ce moment-là, parce que j'ai pas retrouvé cette donnée-là inscrite, mettons, sur un site web ou disponible. Je l'ai vue en photo d'un document imprimé qui date peut-être de plusieurs années. OK. Donc oui, c'est cette personne-là qui écrivait, qui donnait ça en formation aussi, là, tu sais. Si on se réveille avant 15 heures, ça n'a aucune incidence. Puis ça, c'est pas basé sur la science. Ouais. C'est pas ça qui est écrit quand tu as une référence fiable. C'est pas un propos qui est nommé nulle part, parce qu'effectivement, ça a une incidence. Là, quand tu consultes pour des problèmes de sommeil, comme adulte ou comme enfant, une des premières choses qu'ils te demandent, c'est quoi l'hygiène totale? Est-ce qu'il y a beaucoup de dodo dans le jour, beaucoup de dodo la nuit? Comme ces heures-là sont réparties comment? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, il y a des moments où juste de couper la sieste, ça fait partie des solutions proposées. Mm-hmm. Fait que cet argument-là, il faut juste accepter que c'est un vieil argument qu'on a fait notre temps avec, puis qu'il faut passer à autre chose, parce que la science progresse, puis la science nous amène d'autres informations. Ça, c'est pas facile à faire. Absolument. De prendre quelque chose qu'on a vraiment... Parce que ça, cette phrase-là, que justement, si l'enfant se réveille avant 15 heures, ça n'influencera pas son sommeil le soir, c'est une phrase qui nous a rassurés, justement. Mm-hmm. Qui nous a rassurés parce qu'elle s'applique à tout le monde. C'est un fait qu'on a pris pour un fait, là, entre guillemets, que j'écris, c'est un fait qui explique tout ce que je vais dire aux parents. Ben non, absolument. Mais avant 15 heures, ça l'influencera pas son sommeil. C'est ça le fait. Fait que, tu sais, c'est facile à expliquer aux parents. C'est une phrase, c'est tout court. Ça me dédouane de faire la sieste à son enfant. Fait que c'est pas facile de passer à autre chose de ça. Surtout quand, mettons, là, les personnes qui croient fermement en ça, ben peut-être qu'ils ont eu plusieurs enfants qui leur ont prouvé que c'était vrai. Ça se peut. Absolument. Pour ces enfants-là, oui. Mais pour d'autres enfants, non. Puis il faut accepter ça puis ouvrir nos portes. C'est le mot d'ordre. Absolument. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le fait que ça marche avec 75% des enfants ne veut pas dire que pour le 25%, ça vaut plus rien. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le tout blanc ou tout noir. Même si on les aime, les phrases tout blanches ou tout noires, on aime ça à 12 mois, on coupe le biberon. On enlève la suce à 2 ans. T'sais, on aime ça quand c'est encadré, mais c'est pas comme ça l'éducation à l'enfance. C'est pas comme ça le développement des enfants. On est dans du gris, on est dans de la mouvance. Chaque enfant a son rythme à lui, puis c'est une base de notre programme éducatif Accueillir la petite enfance. Chaque enfant est unique, la relation avec le parent est super importante. Mm-hmm. Fait qu'il faut être à l'écoute puis essayer des affaires. Puis c'est vrai qu'elle est très confrontante, cette réalité-là, qu'il faut adapter, il faut individualiser, il faut ouvrir la discussion. Mais je pense que même pour moi, là, d'avoir adopté ces pratiques-là, là, dans mon milieu, là, de dire « Hey, si tu dors pas, il n'y en a pas de problème », c'était tellement... Oh mon Dieu, je me suis tellement soulagée de quelque chose, là. Hey, tu dors plus, il n'y a pas de problème. Mon Dieu, ça a été long. Pour mes enfants, moi. Mon Dieu, un moment donné, à 2 ans et demi, parce que moi, c'est ça, on est dans un diagnostic TDAH, là, trouble extrêmement... trouble de sommeil vraiment, vraiment difficile. Un moment donné, à 2 ans et demi, je vais pas me battre avec lui 1 heure pour 30 minutes de sieste, bousiller ma relation avec. Fait que lâcher prise du dodo obligatoire m'a tellement soulagée de beaucoup, là. De dire, hey, je peux juste arrêter de m'en faire avec ça. Tant qu'il est calme puis qu'il dérange pas les autres, il est là. Mon nouveau seuil, il est là, tu sais. C'est fou. Puis ça, là, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup de dire, de justement lâcher prise. Il faut lâcher prise sur ces méthodes fermes-là, ce blanc-là ou ce noir-là, que ça nous tire du jus d'être frustré parce que ça marche pas. Fait que de juste lâcher prise, mais il y en a qui voient ça, lâcher prise, comme, ben là, c'est ça, on va laisser faire les enfants tout ce qu'ils veulent, puis... Absolument. Tu sais, non, c'est pas de même que ça marche, t'sais. C'est d'aller dans les extrêmes. Ah, ben là, si lui, il dort plus, l'autre, il dormira plus, puis il n'y a plus personne qui dort, puis on n'a plus de temps pour nous, puis... Mais on peut aller loin là-dedans, là. On peut vraiment aller loin, alors que dans la réalité,
j'ai quand même mes limites, là. Je dis pas que c'est le free-for-all pendant le dodo. Tout le monde est dans la chambre sombre. Ils ont besoin d'un cool-down. Ils ont besoin d'un moment de lumière tamisée, clim en ce moment parce qu'il fait chaud, ou bien, tu sais, au chaud pendant l'hiver parce qu'on a passé beaucoup de temps dehors. Ils ont besoin de ce moment-là où est-ce que leurs sens sont apaisés, puis je parle pas de l'enlever, là. Moi, j'y crois, là. Fait que les enfants qui dorment pas chez nous ont quand même un 15 minutes en silence. Des fois, ils ont quelque chose dans leurs mains. Des fois, ils l'ont pas. Ça dépend de eux. Tu sais, j'ai pas de recette, encore une fois. Mais, mettons, en ce moment, j'ai 3 cocos sur 6, 2 qui s'en vont à l'école, un que c'est mon fils à moi, il dort plus. Fait qu'ils sont sur leur matelas, ils attendent que les petits s'endorment. Ils sont très conscients que les petits ont besoin de dormir, qu'ils doivent s'endormir. Ils sont calmes. Mon fils à moi a des jeux parce qu'il en a besoin, sinon il n'est pas capable d'être calme. Les autres sont très capables. Il n'y a pas d'injustice, là, c'est juste chacun son besoin. Mais puis je pense que c'est aussi d'apprendre le respect d'autrui, tu sais, le respect de, ben les autres, ils ont besoin de s'endormir. Fait que le temps qu'ils s'endorment, faut pas que tu fasses de bruit, tu sais, tu restes tranquille, tu prends un petit repos pour toi, tu sens ta respiration, tu sais, peu importe, puis quand ils vont dormir, ben là, tu vas pouvoir te prendre un petit jeu, tu sais, en silence. Fait que sont rendus tellement bons parce que j'ai eu du temps pour le pratiquer. Là, ça a été comme ça presque toute l'année, qu'ils ne dormaient pas les 3. Ben, ils ont eu de la pratique. Fait que là, il y avait leur routine que je leur demandais 30 minutes chacun dans leur bulle parce que c'est le besoin que j'explorais, que j'observais. Et ensuite, ils faisaient des dessins. Il y avait tous ensemble. Il y avait le droit d'interagir parce qu'ils étaient capables. Puis je l'aurais pas fait s'ils n'avaient pas été capables. Si ça devient free-for-all, je suis capable d'encadrer comme j'encadre tout le reste de la journée. Oups, ben là, vous avez comme un peu perdu le contrôle de votre voix. On va retourner chacun sur notre lit parce que là, on veut respecter le besoin des petits. Puis même respecter mon besoin à moi de calme. Je l'ai, ce besoin-là, puis il est légitime. Là. Moi, j'ai besoin d'un moment calme dans ma journée pour me sentir bien. Fait que encore une fois, c'est comme si, là, je dis d'ouvrir cette porte-là, ben là, tu t'imagines qu'on ouvre la porte patio, puis sauter sur les lits pendant le dodo, puis personne ne va dormir, les bébés vont être de mauvaise humeur. Oups, on n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Si ça arrive, ben là, tu réajustes. T'es comme, bon, là, effectivement, j'ai ouvert la porte, j'ai fait une expérimentation et ça a été de la merde. Ben là, qu'est-ce qu'on a observé, là? Qu'est-ce qu'on peut ajuster, tu sais? Fait que si ça devient la pire catastrophe, là, le pire de tes scénarios, ben ça se peut. Ça se peut que ça fasse ça, là. Mais on va réajuster. Puis il y a des fois où que je veux qu'ils restent tous sur leur matelas puis qu'ils fassent tout dodo, puis ça vient pareil, la catastrophe, là. Fait que... Le moment du dodo, c'est tout le temps quelque chose de fragile. C'est tout le temps quelque chose sur lequel on travaille fort. Parce que oui, ils en ont besoin, mais ils sont pas toujours conscients qu'ils en ont besoin. Oui, c'est ça. Fait que, ouais, il reste plus beaucoup de temps, là. Mais, tu sais, apporte les points importants que tu avais pensé. Le dernier point que je voulais amener, c'était que souvent, dans cet argumentaire-là, le point que je reçois, c'est mais le sommeil, c'est bon pour les enfants. Ouais. Voici tous les arguments pour lesquels c'est bon. Voici pourquoi le manque de sommeil, c'est pas bon. Oui, la science démontre qu'un enfant qui dort assez, des bienfaits. Des bienfaits, des améliorations sur sa concentration, sur toutes sortes d'affaires. Mais ce que je parle ici, c'est pas de diminuer son heure de sommeil total. C'est de rétablir une hygiène totale qui lui convient. Fait que l'enfant qui va pas dormir à la garderie, mais qui va avoir son 12 heures à la maison, a quand même 12 heures de sommeil. Oui, il va peut-être avoir une période de transition. Hein? Si j'arrête de le faire dormir, il va peut-être continuer sa routine de s'endormir tard, mais au fil du temps, ça va se rétablir. Fait que pour moi, l'argument de le sommeil, c'est bon, absolument. Je suis d'accord. C'est pas de ça que je parle du tout. On est tous d'accord là-dessus. Le sommeil, c'est bon. Puis je parle pas d'enlever des heures de sommeil aux enfants. Absolument pas. Dans le 3-5 ans, naturellement, le besoin de sommeil le jour s'enlève. Il faut être conscient de ça. Puis c'est pas vrai que ça se passe à 5 ans pile. Non, ça non, se passe c'est ça. entre 3 à 5 ans, même entre 3 et 6, 7. Là. Il y a des enfants qui, à la maternelle, ils en ont encore besoin. Qui est un autre argument qu'on entend souvent. Même à l'école, ils doivent faire la sieste. Moi, c'est pas le cas. Moi, mes enfants, mon enfant qui est à l'école n'a jamais eu de sieste. Là. Ils ont eu un moment tamisé où est-ce qu'ils pouvaient faire du coloriage puis des moments calmes. Mais moi, la sieste obligatoire, je l'ai pas vécu quand j'étais allée à l'école. J'imagine qu'il y a des endroits où ça l'est, comme dans les CPE, dans les écoles, c'est tout le temps différent. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'eux font pas preuve de flexibilité qu'on doit pas en faire, parce que sinon, on n'avancerait jamais, tu sais.
je pense que de se connecter aux besoins des enfants, c'est toujours une bonne pratique. Peu importe qu'est-ce que Ben notre oui. voisin fait, tu sais. Pour moi, c'est pas vraiment un argument de dire il faut qu'il dorme à l'école, donc il faut qu'il dorme chez nous. Premièrement, je pense pas que c'est vrai qu'il faut qu'il dorme à l'école, mais j'imagine qu'il y a des endroits où ça l'est, là, mais... Je pense que c'est dans la même lignée que tous les enfants vont être différents, les besoins vont être différents. Oui, il y en a qui vont trouver ça difficile à l'école parce qu'ils ont besoin de dormir à l'école, puis d'autres non. Tu sais, c'est tellement... C'est ça, c'est tellement différent d'un enfant à l'autre. On dirait que j'essaie de regarder ce que sur mon téléphone parce que, il me semble, j'avais un témoignage que je trouvais vraiment bon, puis je me disais, je pourrais peut-être le partager. Je sais plus. Non, je sais plus. Parce que j'en avais screenshoté plein, puis là, je retrouve pas lequel je voulais lire. Là. Okay. Faudrait que je les lise, mais il y a pas de problème. Pourrais aller regarder les commentaires sur cette publication-là. Je pense puis que ça... on peut discuter là, dans les commentaires ici en bas de notre vidéo. Oui. C'est important d'en discuter, mais tu sais, souvent je me fais reprocher de... Parce que si tu me donnes un contre-argument, ben je vais te donner un contre-argument, puis tu vas me donner un contre-argument, puis c'est comme ça que la discussion progresse. Fait que si tu me parles d'un argument, puis que je te réponds en te disant, ben qu'est-ce que tu fais de tel détail ou qu'est-ce que tu fais de telle composante, ça veut pas dire que je veux pas argumenter, ça veut dire que je veux argumenter. Quand on argumente, c'est de parler de part et d'autre. Mais parce que si on fait juste dire, sur les réseaux sociaux, c'est dur d'argumenter. C'est vraiment plus comme, voici ma position, je la changerai jamais. Et là, si moi je dis, ben, qu'est-ce que tu fais de ce point-là? Ben, on dirait que tu veux pas argumenter finalement. Absolument. Mais non, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais. Je veux t'entendre, je veux discuter, mais il faut que tu entendes les failles dans ton argumentaire ou que tu me pointes les failles dans le mien. 100%. Fait que prenez-le pas mal là, si on se met à commenter en vous remettant tout en question. C'est pas parce qu'on vous aime pas ou qu'on aime pas votre point, c'est juste que justement ça pousse à plus réfléchir. Tu sais, justement, si tu commentes, il faut suivre le rythme de l'enfant. Puis je suis comme, OK, mais si le rythme de l'enfant, c'est de se réveiller à 2 heures du matin et de prendre son petit déjeuner, est-ce qu'on suit ça? Comme si... C'est quoi la limite du rythme de l'enfant? Le rythme de l'enfant, c'est de dormir de 13h à 15h, clin d'œil, tu sais. C'est comme, est-ce que c'est vraiment le rythme de l'enfant ou c'est le rythme du CPE et le rythme que t'as mis pour avoir la sieste là parce qu'on a besoin de ce moment de calme-là puis de faire nos affaires pendant la sieste puis, tu sais, c'est juste de se questionner, mais je trouve que c'est un bon épisode pour prendre le temps de réfléchir. Juste ça, en fait. Pour prendre le temps de réfléchir, point, sur ce sujet-là, puis après ça, de penser à d'autres affaires dans nos journées d'éducatrice, d'être comme, ça aussi, je pourrais réfléchir. Ça aussi, je pourrais réfléchir. C'est ça, notre place sur les réseaux sociaux, elle est basée là-dessus. Toi puis moi, puis d'autres personnes aussi. Remettre en question. Remettre en question nos pratiques qui sont là depuis 50 ans. Des fois, on change puis on sort. Puis il y en a plein des pratiques. Tu sais, moi, dans les années 2008, quand j'étais en stage, il y avait des ordinateurs dans les locaux de CPE pour les pratiquer à contrôler une souris. Oh, ouais? Mais oui, j'ai fait mon stage dans un local qui avait un ordinateur. Puis là, maintenant, c'est plus de temps d'écran. Zéro dans un milieu de garde. Les pratiques changent, ça évolue, ça change. Tu sais, comme on peut parler de toute la violence aussi. Là. Il y a des périodes de notre histoire où est-ce que c'était bien correct d'être violent auprès des enfants. Puis là, maintenant, il y a les douces violences, que justement, il y a quelqu'un qui m'a écrit ça, là. Réveiller un enfant, c'est une douce violence. Je suis comme, mais oui, mais là, il se fait douce violences tous les matins. Moi, je vis des douces violences tous les matins avec mon cadran. C'est ça. Oui, les douces violences ont le dos large. On pourrait en parler longtemps. Ouais, c'est ça. Tu reviendras! Mais c'est vraiment bon. Puis, tu sais, tout le monde qui écoute ça puis qui sont un peu gossés par le fait que, ben oui, il faut tout le temps réfléchir. Je suis 100% d'accord avec ça. Moi aussi, je suis gossée de ça. Moi aussi, je trouve que notre charge mentale d'éducatrice est déjà amplement grande avec tout le chaos du quotidien, que là, en plus, il faut réfléchir. Ah ben oui, tu sais, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai écrit justement dans ma story un matin. Je suis comme, c'est pour ça que j'ai toujours autant adoré ma job et autant détesté ma job. Le fait qu'il faut tout le temps penser. Mais oui. Mais là, c'est stimulant. C'est là la job. C'est ça la job. Mais je suis curieuse de lire tout le monde, dans le fond, tu sais, suite à cette discussion-là, de voir est-ce que peut-être ça l'a
changer un petit quelque chose dans vos croyances ou dans votre opinion, tu sais? Est-ce que, qu'est-ce que ça l'a semé comme en vous, tu sais? Puis je suis curieuse Absolument. de voir. J'espère que les gens vont commenter. Mais oui, j'espère qu'on va pouvoir collectivement avancer dans cette réflexion-là, puis essayer de réparer le bobo que je parlais au début. Ouais. Essayer de réparer, puis d'essayer de juste, tu sais, se réaligner avec les parents, parce que c'est important pour nous, la relation avec les parents. C'est le plus gros indicateur de notre bonheur au travail, c'est d'avoir une bonne relation avec nos parents. En tout cas, en milieu familial. En milieu familial, parce qu'on n'a pas de collègues. Ouais, nos collègues, c'est nos parents. C'est très important. Donc, pour moi, c'est un méga indicateur de mon bonheur au travail, c'est ma bonne relation avec les parents. Tellement. Tellement. Ben là, puis Crème, j'allais te demander, pour conclure, parce qu'on est sur le podcast Éducatrice heureuse, ton conseil pour être une éducatrice heureuse. J'ai l'impression que j'ai 2 réponses possibles qui peuvent venir de toi en ce moment, selon l'épisode. Je te dirais que si je me détache de tout ce que j'ai dit précédemment, OK. Mon truc pour être heureuse, c'est de savoir prioriser. OK. Moi, j'ai fait un burn-out parce que je voulais être l'éducatrice de CPE en milieu familial. Alors que je pense que c'était une erreur avec du recul. Parce qu'en milieu familial, je suis la gestionnaire, je suis la cuisinière, je suis la femme de ménage, je suis la personne de la comptabilité. J'ai tous les chapeaux. Alors, d'essayer d'être tous ces rôles-là à la perfection, ça se pouvait pas pour moi. Je me suis complètement amenée à bout à faire ça. Puis je t'ai parlé de mon enfant qui dormait pas en plus. Oui, ça, c'est dans la même période de ma vie. Fait que prioriser. Mettre mon énergie là où ça compte puis là où ça rejoint mes valeurs. Fait que de prendre des raccourcis sur les endroits où ça me nourrit pas. Tu sais, de savoir avec quel raccourci je suis à l'aise puis savoir mettre toute mon énergie dans qu'est-ce qui compte pour moi. Puis comme j'ai dit au début, intervention, relation, ça, c'est mes dadas à moi. C'est ça, pour moi, tout passe par là. C'est un très bon conseil. C'est un très, très bon conseil. J'adore. Je trouve que ça conclut bien l'épisode. Absolument. Puis on garde en tête les mots expérimentation, porte ouverte, prioriser et... c'est tout. C'est tout. Ça, amour. Collaboration. Oui, c'est ça. On va terminer ça de même. Fait que merci full d'être venu. J'ai adoré notre discussion. Puis tout le monde, allez la suivre sur les réseaux sociaux chez Marie-Michel. Service éducatif en milieu familial. Allez suivre ça sur Facebook, puis allez contre-argumenter ces affaires-là. Elle aime ça. C'est ça. Elle aime ça quand on lui dit qu'elle a pas raison. Fait que, allez la rejoindre sur Facebook, puis merci beaucoup. Merci à toi. Puis on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Bye!